Bonsoir à tous et à toutes pour cette conférence sur 1984 de George Orwell. Dans un essai de 1946, au moment où Orwell commence à écrire 1984, essai intitulé « Pourquoi j'écris », il dit « Ce à quoi je me suis le plus attaché au cours de ces 10 dernières années, c'est à faire de l'écriture politique un art. » Et donc, c'est exactement cette réussite-là que je voudrais essayer de montrer à propos de 1984, cette utilisation du récit à l'inverse de la manière dont ce que nous appelons aujourd'hui le storytelling fait de ce récit, cette instrumentalisation du récit au service d'une idéologie dominante que fait le storytelling. Donc Orwell fait exactement l'inverse dans 1984. George Orwell est le pseudonyme d'Eric Blair, B-L-A-I-R. Il est né en 1903, mort en 1950 de tuberculose, donc à 47 ans, quelques mois après avoir publié 1984. Toute sa vie a été marquée par l'engagement politique pour le socialisme démocratique. Il s'est engagé contre le colonialisme britannique en Birmanie, pour la République espagnole lors de la guerre d'Espagne. Il a combattu dans une brigade d'un petit parti anarchiste. Il a risqué sa vie. Il a pris position contre les régimes totalitaires, le stalinisme, le nazisme, le fascisme, lutter également contre le capitalisme pour la défense des pauvres, des chômeurs, des gens du peuple. 1984 a eu un succès si énorme que ce livre tend à occulter l'œuvre d'Orwell, qui est considérable. Il a écrit un très grand nombre d'articles ou de chroniques journalistiques sur des sujets d'actualité divers. Il a écrit des critiques littéraires et il y a au moins 2 autres textes qui sont des textes majeurs à côté de 1984. C'est Hommage à la Catalogne, publié en 1938, qui est son témoignage de son engagement en Espagne, de ses combats en Espagne dans ce petit parti anarchiste. Et puis l'autre texte, c'est La ferme des animaux, publié en 1945, qui est un petit bijou que je vous invite à lire, qui est une fable animalière qui transpose l'histoire de la révolution soviétique. Le projet de 1984 date de 1943, mais Orwell se met à rédiger véritablement seulement à partir de 1946, et il termine ce texte en 1948, et ce texte sera publié donc l'année suivante, en 1949. Orwell hésitera sur le titre, il songera très longtemps au titre « Le dernier homme en Europe », avant de choisir 1984, après avoir choisi 1980 puis 1982, au fur et à mesure où il reculait l'édition, il changeait de titre, donc du point de vue du chiffre. On dit que 1984, c'est l'inverse des 2 derniers chiffres, 1948, donc où il termine le texte. La réception du livre a été très discutée. Il a été condamné par les marxistes qui ont considéré que c'était une attaque virulente contre le communisme soviétique. Il a été récupéré par la droite qui a vu dans ce livre une dénonciation du socialisme, ce que Orwell lui-même a violemment dénoncé. Cela n'a pas empêché encore Bernard Pivot, en 1984, de présenter les livres d'Orwell, dont 84, comme un grand livre contre le socialisme, ce qu'il n'est pas, naturellement, puisque Orwell n'a cessé de revendiquer son engagement socialiste. En revanche, il pense que le pouvoir communiste soviétique n'était pas socialiste. Malgré cette critique donc virulente au moment de la guerre froide,
Le livre a eu un succès énorme. C'est un livre qui est aujourd'hui devenu un livre connu dans le monde entier. C'est un best-seller dans le monde entier. Et du nom d'Orwell a été tiré l'adjectif orwellien pour désigner donc un pouvoir qui use de la surveillance pour asservir donc la population. On verra que le sens de cet adjectif mériterait peut-être d'être corrigé si l'on prend l'ensemble du livre en considération. Je résume l'intrigue du livre de manière aussi succincte que possible. C'est un livre qui se présente en 3 parties. La première, l'ensemble du livre se passe à Londres dans les années 84-85. La durée du livre s'étale donc sur à peu près une année. La première partie raconte donc l'État totalitaire qui s'est établi à Londres, une ville de la première région aérienne de l'Océanie. L'Océanie, c'est l'une des 3 superpuissances avec l'Eurasie et l'Estasie qui règnent sur le monde. Cet État totalitaire donc, est dominé par un parti unique, le socialisme anglais, l'ANCSO, et il a à sa tête donc un personnage mystérieux, Big Brother, donc le grand frère. Ce parti a 2 ennemis, un ennemi de l'extérieur, c'est toujours l'une des 2 autres grandes puissances qui règnent dans le monde, et il a un ennemi intérieur nommé Emmanuel Goldstein, qui est donc le chef de l'organisation d'opposition qui essaie de détruire l'ANCSO, qui essaie de détruire cet État totalitaire. Le héros de ce roman s'appelle Winston Smith. Il est âgé de 39 ans et travaille au ministère de la Santé. Son rôle au ministère de la Santé, c'est de participer à la destruction du passé, à l'effacement de la mémoire du passé. Ce Winston Smith est un dissident en pensée depuis 7 ans, au moment où le roman commence, et lors de la première partie, il passe de la dissidence de pensée à l'engagement. Il pose un acte, il commence la rédaction de son journal intime. Rédiger son journal intime dans l'univers de l'État totalitaire où il vit, c'est poser un acte transgressif qui vaut la mort. Ce à quoi il s'attend, il sait qu'en s'engageant, en posant un acte comme celui-là, il risque la mort. Cela se passe le 4 avril 1984, c'est le jour donc, où il commence la rédaction de ce journal. La deuxième partie du roman raconte la liaison amoureuse engagée par ce Winston Smith avec une jeune femme qui travaille au même ministère que lui et qui s'appelle Julia. C'est cette Julia qui prend l'initiative de cette liaison amoureuse. Julia et Winston réussissent à se rencontrer en prenant 1000 précautions parce que les liaisons adultères sont interdites. Or, Winston est marié, il vit séparé de sa femme, mais il est marié. Donc, il engage une relation adultère qui est condamnée à mort par le régime. Donc, les 2 amants sont obligés de prendre toutes les précautions donc, pour se voir. Ils réussissent à se voir en dehors de Londres, dans la campagne, près de Londres, dans une petite clairière. C'est là qu'a lieu la première relation amoureuse donc de Winston et de Julia. Ils réussissent à se voir ensuite dans une chambre au-dessus d'un magasin d'antiquités que loue Winston dans le quartier populaire de Londres. C'est là que Julia et Winston donc, se rencontrent chaque fois qu'ils le peuvent pour
des rencontres donc, qui restent cependant toujours brèves. Au fil de leur dialogue, ils décident de s'engager, plutôt Winston décide de s'engager de manière collective contre Langsock, et il va entraîner Julia, qui est beaucoup plus réticente du point de vue de l'engagement révolutionnaire, théorique. Il va amener Julia à le suivre donc dans cet engagement. Il existe donc une organisation d'opposition à Langsock qui s'appelle la Fraternité, qui est dirigée donc par cet Emmanuel Goldstein. Au ministère où il travaille, dans un simple échange de regards avec un des membres éminents du parti dirigeant de Langsock, qui s'appelle O'Brien, Winston a l'impression que cet O'Brien est en réalité un rebelle. Il a l'impression qu'il fait partie de cette organisation d'opposition. Et lorsque cet O'Brien lui propose de venir le visiter chez lui, il s'y rend en compagnie de Julia. Et là, O'Brien se présente comme effectivement un membre de ce parti d'opposition. Il engage Julia et Winston à subir un véritable rituel d'adhésion. Ils jurent tous les deux de commettre les actes les plus abominables au service de ce parti d'opposition. Voilà donc les deux amants engagés donc dans la fraternité. Ils continuent à se voir quelque temps, mais peu après, alors qu'ils se trouvent tous les deux dans cette chambre au-dessus du magasin d'antiquités de M. Charrington, l'antiquaire, un groupe d'hommes armés fait irruption. En réalité, ce M. Charrington, l'antiquaire, est un agent de la police de la santé qui les a dénoncés. Tout a été enregistré par un tel écran dans la chambre. Tous leurs rendez-vous ont été enregistrés par cet tel écran. Ils sont arrêtés tous les deux et ils savent, ils en ont discuté ensemble, que cette arrestation vaut pour chacun d'eux la mort. La troisième partie du roman évoque les interrogatoires subis par Julia et Winston au ministère de l'Amour. Ils sont interrogés, à leur grande surprise, par O'Brien. O'Brien se révèle en réalité avoir s'être faussement présenté comme un membre de cette organisation d'opposition. C'est bien un membre éminent du parti de Langsock, et c'est cet O'Brien, intellectuel raffiné et quelque peu sadique, qui va interroger donc Julia et Winston. On sait assez peu de choses sur les interrogatoires concernant Julia. Simplement, on sait qu'elle craque assez rapidement lors de ces interrogatoires et qu'elle trahit Winston lors de ces interrogatoires. Winston, lui, subit des interrogatoires extrêmement violents. Toutes les tortures lui sont appliquées, tortures à la fois physiques, intellectuelles, affective, etc. Il subit un véritable calvaire lors de ces interrogatoires répétés par O'Brien. Il tente de résister comme il le peut, mais il commence à céder sur le plan intellectuel en admettant de reconnaître les vérités que le parti lui demande de reconnaître. Mais il résiste encore à O'Brien en lui déclarant que malgré cela, malgré la déchéance physique dans laquelle les tortures l'ont réduit, il garde sa liberté intérieure, il n'a pas renoncé à aimer Julia,
il proclame cet amour pour Julia et il se déclare par conséquent libre malgré tout, puisqu'il garde cette part d'humanité en lui qui est l'amour pour Julia. C'est alors que O'Brien lui ordonne de suivre le processus de tous les interrogatoires subis par ceux qui ont été arrêtés. Il se rend dans une chambre nommée la chambre 101, la pièce 101. Cette pièce 101 est une pièce légendaire qui est crainte par tous ceux qui sont arrêtés et qui subissent ces interrogatoires au ministère de l'Amour. O'Brien lui dit que dans cette pièce 101, il y a le pire. Il y a le pire parce qu'il s'agit de faire craquer tous les prisonniers en s'en prenant à ce que ces prisonniers ont de plus intime en eux. Et donc, ce que Winston a de plus intime en lui, c'est cet amour pour Julia. Pour le faire craquer, O'Brien utilise la phobie des rats que la surveillance lui a apprise à propos de Winston. Dans ses rêves, Winston exprimait sa terreur des rats et lors des rendez-vous avec Julia, un jour qu'un rat s'était introduit dans la pièce, il a manifesté également cette terreur. Et O'Brien se sert de cette terreur des rats pour faire craquer psychiquement Winston. Il lui applique un supplice qu'il définit comme étant un supplice chinois. Il lui attache une cage devant le visage. Dans cette cage, il y a des rats et O'Brien menace Winston d'ouvrir la porte de cette cage. Les rats se précipiteraient sur son visage et commenceraient donc à lui dévorer ce visage. Winston, devant cette terreur, craque, il hurle d'appliquer ce supplice à Julia. Faites-le à Julia, faites-le à Julia, hurle Winston. Donc, il cède, donc il perd ce qu'il portait de plus intime en lui, cet amour donc pour Julia. Julia et Winston sont relâchés. Ils se rencontrent une dernière fois au mois de mars 85 dans un parc. Ils ont tous les deux totalement changé, leur corps s'est durci, enlaidi, et ils s'avouent tous les deux qu'ils se sont trahis. Winston a trahi Julia, Julia a trahi Winston, et ils n'éprouvent plus l'un pour l'autre qu'une véritable répulsion. Ils se quittent et ne se reverront jamais. Winston est relégué dans un emploi sans importance au ministère de la Vérité. Le dernier chapitre le présente comme passant son temps au café, le café des marronniers. Il est devenu un alcoolique qui passe son temps à boire du gin. Il ne s'intéresse qu'aux échecs, qu'à des problèmes d'échecs. Il ne s'intéresse plus qu'aux nouvelles du télécran qui évoquent une nouvelle victoire de l'Océanie contre ses adversaires, contre ses ennemis. Et la dernière image du récit présente Winston les larmes aux yeux, contemplant un portrait de Big Brother et proclamant son amour pour Big Brother. Donc, il semble totalement détruit en tant qu'être humain, proclamant son amour pour ce Big Brother pour lequel il n'éprouvait au début du roman que haine. Voilà comment se termine le récit. Après le récit, il y a une séquence extrêmement importante, un appendice extrêmement important
qui développe les principes du novlangue, c'est-à-dire les principes de la nouvelle langue que Langsock veut faire parler à l'intérieur du pays. Et cet appendice donc évoque les principes de fonctionnement de cette nouvelle langue. Mais cet appendice révèle sur le plan du récit un événement majeur que je vous laisse attendre. Si vous ne le connaissez pas encore, j'y arriverai à la fin donc de cette conférence. Voilà donc résumé ce récit donc d'Orwell 1984. Alors je voudrais, pour présenter ce récit, suivre deux pistes. La première piste, c'est celle de l'analyse critique du pouvoir totalitaire faite par Orwell dans ce texte. Et la deuxième piste sera la piste de la révolte contre ce pouvoir totalitaire, non pas d'un héros, mais d'un homme ordinaire, d'un anti-héros, d'une certaine façon, Winston Smith. Alors, tout d'abord, l'analyse du système totalitaire. Je dis bien analyse du système totalitaire. La présentation qui est en général faite de 1984 me paraît totalement à contresens et Orwell lui-même s'est élevé contre cette interprétation qu'on continue pourtant de voir continuellement. Encore il y a 1 ou 2 mois, j'ai trouvé dans Télérama donc cette idée que 1984 était un roman d'anticipation, un roman de science-fiction, etc. Non, tout ce que décrit Orwell dans 1984 existe déjà. Hein, il ne le prévoit pas. Cela existe. Ce sont les totalitarismes qu'il a sous les yeux. Le totalitarisme communiste soviétique, le nazisme qu'il a connu, Franco, Mussolini, ce sont des formes de totalitarisme qui servent de base à l'évocation donc de son Océanie imaginaire évoquée dans 1984. Il pousse simplement à l'excès, à la démesure, comme on peut le faire dans une farce, certains traits, mais tous les traits évoqués existent. Si l'intérêt de 1984 était dans la technologie déployée, plus personne ne lirait ce roman aujourd'hui. Hein, Wells déjà a fait beaucoup mieux qu'Orwell sur ce plan. Mais ça n'est pas sur ce terrain-là que se situe Orwell. Il se situe sur le terrain de l'analyse et non pas sur le terrain de l'anticipation. Ce qu'il craint, c'est que ce qui existe à ce moment-là dans certains pays se répande partout en Europe, mais cela existe déjà. Il ne prévoit pas les temps futurs. C'est pourquoi 1984 est une date très proche de la date d'écriture 1948. Ça n'est pas un temps très éloigné. Alors, ce que montre Orwell dans son analyse, c'est le mensonge des systèmes totalitaires. Les systèmes totalitaires se présentent comme des systèmes qui ont vaincu le capitalisme, considéré comme un système d'exploitation. Les capitalistes exploitent le prolétariat. Et les systèmes totalitaires se présentent comme des systèmes où la révolution amènerait des lendemains radieux, où la révolution ferait l'émancipation du peuple et rendrait le peuple heureux. Ce que montre le texte d'Orwell, c'est qu'il n'en est rien, c'est que tout cela est un mensonge, et l'analyse donc du système totalitaire d'Orwell consiste à mettre en avant donc ces mensonges du système totalitaire. Ce système totalitaire, c'est un système qui renverse les valeurs traditionnellement considérées comme les valeurs révolutionnaires. Première valeur révolutionnaire, la liberté, l'émancipation du peuple. Ça n'est pas du tout le cas dans ce régime. Ce régime est un régime, au contraire, d'asservissement, un régime d'esclavage.
en particulier du peuple, mais aussi de l'ensemble de la population de 1984. Bon, l'aspect le plus connu, je n'y insisterai pas longtemps, hein, c'est cette société de surveillance, hein, c'est cela qu'on met derrière l'adjectif orwellien. Hein, chaque fois qu'un maire aujourd'hui installe une caméra de surveillance dans la rue, on parle d'Orwell, de Big Brother, hein, de la télésurveillance. Hein, donc, c'est une société de surveillance manifestée par les affiches de Big Brother que l'on trouve absolument placardées partout dans les rues, dans les immeubles, dans les intérieurs, dans les appartements. Ce Big Brother, ce chef à moustache noire, dont le regard semble suivre celui qui le regarde. Et donc, Big Brother is watching you, Big Brother vous regarde, hein, c'est la hantise donc de tous les habitants de Londres, surveillés par ce regard donc de Big Brother qui est donc le chef suprême, hein, celui à qui on rend un véritable culte idolâtre, hein, celui qu'on vénère. L'œil du maître est prolongé par le fameux télécran, hein, cet écran qui est à la fois un écran de diffusion des slogans, des directives du parti, des divertissements par lesquels le parti a servi les populations, et un écran également qui enregistre, hein, un écran de surveillance. Hein, tout est surveillé, tous les rendez-vous de Winston et de Julia seront filmés par le télécran. Il y a des microphones partout, il y a des agents du pouvoir partout. L'antiquaire se révèle un de ces agents du pouvoir. Hein, ce n'est pas un véritable antiquaire, il a dénoncé donc Winston et Julia. Chacun est pour chacun un délateur potentiel, chacun se surveille, chacun est sous l'œil des autres, les voisins se surveillent les uns les autres, et à l'intérieur des familles, les enfants surveillent les parents. La famille qui habite à côté de chez Winston, les Parsons, est représentative. Les enfants, la petite fille de 7 ans dénoncera son père parce que, dira-t-elle, elle l'a entendu crier pendant la nuit lors d'un rêve à bas Big Brother, et son père donc est arrêté et exécuté, donc dénoncé par sa petite fille donc de 7 ans. Les activités mettent chacun en permanence sous le regard des autres, aussi bien au travail que dans les activités extérieures au travail. Après le travail, il faut se rendre pour ces activités dans des centres communautaires, ou bien le week-end, on va faire des randonnées collectives dans la campagne londonienne, mais on est toujours sous le regard des autres, et c'est donc une société de peur. L'autre apparaît continuellement comme un potentiel ennemi, un potentiel délateur. Donc, et dans le roman d'Orwell, l'échange des regards est toujours dramatique parce que les regards donc valent potentiellement arrestation, délation et arrestation. Donc une société de la peur, de la terreur permanente, donc de chacun. Société donc de la terreur, cela est marqué par l'architecture même de Londres. Les 4 grands ministères du parti dominent la ville, on ne peut y échapper, hein, ce sont des bâtiments impressionnants. Le bâtiment de l'amour est un bâtiment énorme, sans fenêtres, où la lumière ne s'éteint jamais, et donc c'est un bâtiment qui terrorise absolument tout le monde. Le temps terrorise également dans la mesure où le temps, l'écoulement du temps, la chronologie du temps est brouillée par le parti. Lorsque Winston se met à écrire le 4 avril 1984, il n'est pas sûr qu'on soit le 4 avril 1984 parce que c'est le parti qui est le maître du temps et qu'il brouille donc la chronologie. Donc l'individu est totalement
déraciné, hein, totalement désorienté. Il ne maîtrise ni l'espace ni le temps dans cette société. La police secrète et la police de la pensée est absolument partout, avec des hommes en uniforme noir, comme ceux qui investissent donc la chambre de Julia et Winston. Dans cet état, toutes les lois ont été supprimées parce que c'est l'arbitraire du parti qui règne indépendamment de l'existence de lois. Et donc on est continuellement terrorisé par le fait de transgresser ce qui a pu être posé comme règle par cet arbitraire donc du parti dominant. Deuxième valeur révolutionnaire foulée aux pieds dans cette société, c'est l'égalité. Le capitalisme, par définition, c'était l'inégalité, l'exploitation du peuple par les banquiers et les entreprises capitalistes, mais la société nouvelle, celle qui est née à la suite de la guerre civile qui a éliminé le capitalisme dans cette société, est une société totalement inégalitaire. C'est une société qui fonctionne sur trois classes. Au bas, il y a le peuple qui représente 85% de la population de Londres. Ce sont les prolos ou les prolétaires. Ils sont réduits à un état d'animalité et de passivité totale par le parti qui les fait vivre qui fait vivre ce peuple dans la misère, qui le terrorise par la guerre, qui l'hystérise par des cérémonies continuellement répétées de haine. De temps en temps, on pend des prisonniers de la surpuissance avec laquelle on est en guerre, et le peuple est contraint d'assister donc à ces pendaisons, hystérisé contre cet ennemi extérieur. Le peuple est exclu de toute décision politique et il vit dans la misère économique la plus totale. Cette misère économique, c'est la misère par laquelle on maintient le peuple dans cet état d'animalité. La révolution ne vise pas du tout à améliorer les conditions dans lesquelles vit le peuple. Le peuple est asservi par la misère dans laquelle le parti le fait vivre. Alors la propagande du parti laisse continuellement à croire que les prévisions du plan sont toujours dépassées et que l'on va vers des lendemains qui chantent du point de vue économique, mais la pénurie est partout, il manque de tout, il manque de lames de rasoir, tout le monde demande à son voisin des lames de rasoir, par exemple, tout le monde manque de sous-vêtements, etc. Et, malgré cela, donc, le parti fait croire par sa propagande donc, que les lendemains sont en train de chanter. Donc la situation du peuple est détestable, misérable, détestable sur tous les plans. Au sommet de cette société, donc dominée par Big Brother, il y a ce que l'on appelle le parti intérieur. Le parti intérieur, c'est le parti qui représente 2% de la société. C'est ce qu'on appelait, à propos du système soviétique, les apparatchiks. Hein, ce sont les organisateurs, sont les décideurs, ce sont les bureaucrates donc du pouvoir, sont les têtes du pouvoir. Ils vivent, eux, au sommet. Ils prennent toutes les décisions du parti sous la conduite de Big Brother ou en faisant appel à Big Brother, à l'autorité de Big Brother. Ils vivent dans les privilèges économiques. Lorsque Julia et Winston vont rendre visite à O'Brien, ils découvrent un quartier absolument opulent, un immeuble raffiné, et O'Brien leur offre des mets et des alcools raffinés à boire. Et donc, par opposition donc au peuple, il s'agit là de privilégier donc du parti. Entre les deux, entre le peuple
Et ce parti intérieur, ce parti des décideurs, il y a ce que l'on appelle le parti extérieur, c'est le parti auquel appartient Winston, c'est le parti des exécutants, c'est le parti des fonctionnaires en quelque sorte du régime. Ils vivent en dehors de la politique, d'une certaine manière, ils ne prennent pas les décisions, ils ne font que les appliquer, les exécuter. Et sur le plan économique, ils vivent dans une situation moins misérable que le peuple, mais une situation qui est cependant extrêmement médiocre, comme le montre l'immeuble dans lequel vit Winston, qui est un immeuble qui est en train de se délabrer, qui sent mauvais, qui sent le chou et la vieille carpette. Dit le texte. Enfin, la troisième valeur révolutionnaire foulée aux pieds par ce régime, c'est la fraternité. La révolution, c'est la découverte de la fraternité des peuples pour ce qui est des relations extérieures du pays, la fraternité entre les individus qui appartiennent donc à la même collectivité. Or, dans cette Océanie de Big Brother, c'est au contraire la haine qui domine, la haine vis-à-vis des deux superpuissances extérieures avec lesquelles on est continuellement en guerre avec une alliance changeante au cours du temps, mais on est toujours en guerre avec quelqu'un et la guerre sert à maintenir donc la société sous le pouvoir donc de la classe dirigeante et haine à l'intérieur de cette société entre les différents membres de chacune de ces classes. Julia, qui appartient comme Winston au parti extérieur, traite de salaud et traite de tous les noms les privilégiés donc du pouvoir qui vivent donc économiquement dans une situation qui n'a rien à voir avec la médiocrité dans laquelle vit Julia. Et Julia, donc chaque fois qu'elle le peut, fait du marché noir, récupère des produits, le vrai café, le vrai chocolat, le vrai thé, etc., dont jouissent les membres du parti supérieur. Donc, elle récupère par le marché noir donc ces produits. Donc, la société donc vit dans la haine donc la plus totale. Alors, première lecture, hein, donc c'est Olivier qui est en charge de cette première lecture, c'est la découverte du point de vue de Winston de ce totalitarisme que je viens de décrire. C'est le tout début du roman. Hein. On entre dans le roman et par les yeux de Winston et par le point de vue de Winston, le lecteur découvre la réalité de ce totalitarisme. Donc, Olivier, je te cède. C'était une journée d'avril, froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire, pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'1 mètre. Le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur, même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement, d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée.
C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors, même à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchirés. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, Hang Sok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Derrière Winston, la voix du télécran continuait à débiter des renseignements sur la fonte et sur le dépassement des prévisions pour le 9e plan triennal. Le télécran recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, tandis que Winston demeurait dans le champ de vision de la plaque de métal, il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas moyen de savoir si à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois et suivant quel plan la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment. Mais de toute façon, elle pouvait mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu'elle le désirait. On devait vivre, on vivait, car l'habitude devient instinct, en admettant que tout son émis entendu était entendu et que, sauf dans l'obscurité, tout mouvement était perçu. Winston restait le dos tourné au télécran. Bien qu'un dos, il le savait, pût être révélateur, c'était plus prudent. À 1 kilomètre, le ministère de la Vérité, où il travaillait,
s'élevait vaste et blanc au-dessus du paysage sinistre. Voilà Londres, pensa-t-il, avec une sorte de vague dégoût. Londres, capitale de la première région aérienne, la troisième par le chiffre de sa population des provinces de l'Océania. Merci Olivier. Deuxième caractère de ce totalitarisme, c'est le contrôle et la manipulation de la pensée. Ce que montre le narrateur, c'est que ce pouvoir totalitaire vise, je le cite, à réduire l'individu à un cerveau dans un bocal. Un cerveau dans un bocal. Alors, quels sont les moyens par lesquels ce pouvoir totalitaire parvient à ce but? Bien, le premier moyen, c'est la mutabilité du passé. Ce pouvoir totalitaire, hein, dans sa volonté de maîtriser totalement le temps, veut contrôler donc le passé parce que, comme le dit le texte, celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. C'est un des slogans du parti. Et donc, le travail effectué par Winston au ministère va dans ce sens. Son travail, c'est de réécrire continuellement le passé en fonction des nécessités présentes du parti. Par exemple, s'il y a eu une prévision économique faite, eh bien, on fait correspondre cette prévision économique faite dans le passé au présent, on l'adapte donc au présent et on efface tous les documents qui prouveraient le contraire. Il y a partout ce que l'on appelle des trous de mémoire, qui sont des espèces de boîtes aux lettres débouchant sur des chaudières. Et donc, tout ce qu'on met, tous les documents, les lettres, les articles de journaux, les livres que l'on met dans ces trous de mémoire tombent dans ces chaudières et brûlent, faisant disparaître donc la preuve que tel ou tel événement du passé donc a existé. Et donc, le passé est ainsi soit annihilé, supprimé, soit complètement transformé selon les désirs donc du parti. Par exemple, on met dans un de ces trous de mémoire une photographie de trois anciens dirigeants du parti. Ils n'ont plus existé à partir du moment où il n'existe plus de documents prouvant qu'ils ont existé. Il n'y a plus de moyen de faire une comparaison entre le présent et le passé, puisque ce passé est complètement transformé. C'est ainsi que le parti se présente comme ayant inventé l'avion, alors que Winston, qui a 39 ans, a vécu avant la Révolution, et il sait très bien que pendant son enfance, avant la Révolution, il a vu des avions voler. Donc ce n'est pas le parti qui a inventé l'avion. Et donc le, la maîtrise de ce passé permet au parti de transformer complètement donc la vérité et de se rendre maître donc des esprits, de se rendre maître des intellects par cette mutabilité donc du passé. Le deuxième principe, c'est ce que le parti appelle la double pensée. La double pensée, ça consiste à penser que deux affirmations contradictoires puissent être vraies en même temps. Bon, l'une devrait exclure l'autre, mais le parti exige qu'on considère ces deux formulations contradictoires comme vraies. Par exemple, dans tous les domaines. Hein, par exemple, dans le domaine arithmétique. Bon, la vérité arithmétique de tout le monde, c'est que 2 plus 2 font 4. Mais le parti peut exiger que 2 plus 2 fasse 5 ou 3 ou n'importe quel autre total. Et par conséquent, ce que veut faire reconnaître le parti, c'est qu'il n'existe pas dans aucun domaine, dans le domaine de la perception, le noir et le blanc, dans le domaine arithmétique, dans le domaine des lois physiques, il n'y a pas de vérité objective, il n'y a pas de loi de la gravitation, il n'y a pas de loi arithmétique, il n'y a pas de loi déterminant les couleurs. Si le parti veut que le noir soit blanc,
ou l'inverse, chacun doit reconnaître que c'est le parti qui dit la vérité, même s'il sait que c'est l'inverse qui est vrai. Et donc, il faut adhérer à la vérité qui sort de l'esprit du parti. C'est l'esprit du parti qui fonde la vérité. Il n'existe pas de réalité, il n'existe pas de vérité réelle. C'est le parti qui formule donc la vérité, qui fonde donc à chaque fois la vérité. Tous ceux qui sont incapables de la double pensée, comme Winston, sont considérés soit comme des malades, soit comme des fous. Ils seront arrêtés et ils seront rééduqués, éliminés, donc parce qu'ils sont malades ou qu'ils sont fous. Troisième principe de ce parti totalitaire, de ce gouvernement totalitaire, c'est la volonté d'imposer une nouvelle langue, de transformer l'anglais standard utilisé précédemment en une novlangue, en une nouvelle langue, donc qui serait parlée par tout le monde à l'intérieur donc du parti. Alors cette volonté d'imposer cette nouvelle langue repose sur le principe que la langue, ça n'est pas simplement le moyen d'expression d'une pensée, comme on le croit habituellement. Ce que pense le parti, c'est que la langue détermine la manière de penser et que si on change la langue, on change la pensée. Et donc, le but du novlangue, dit le texte, était non seulement de fournir un mode d'expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de Langsoc, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. Donc le langage va commander la pensée. Et donc cette novlangue, elle va être fondée sur 3 principes fondamentaux. Premier principe, il fonctionne déjà dans les messages qui sont échangés dans les bureaux. Ce sont les abréviations, les mots composés, ce sont les notations de style télégraphique. C'est une langue utilitariste qui n'exige plus qu'on pense. Hein, on n'a plus besoin de penser, on échange donc des abréviations, on échange des mots composés, des notations télégraphiques, une espèce de langue bureaucratique qui est purement donc une utilisation qui n'exige plus donc que l'on pense. Ça élimine donc la pensée. C'était déjà ce qu'avait montré Victor Klemperer à propos de ce que les nazis avaient fait à l'allemand. Hein, Victor Klemperer analysait dans LTI, la langue du Troisième Reich, analysait comment les Allemands avaient massacré, comment les nazis avaient massacré l'allemand par cette langue bureaucratique qu'ils avaient donc inventée. Deuxième principe de cette novlangue, c'est la réduction, la simplification du vocabulaire, du lexique et de la grammaire. Il faut tout réduire. Le parti produit des éditions successives du dictionnaire de novlangue. Et le principe de ces dictionnaires, c'est qu'au fil des éditions, le dictionnaire diminue parce qu'on réduit continuellement la langue et que réduisant la langue, on réduit la pensée. S'il n'y a plus de mots pour penser telle chose, eh bien, on ne pourra plus penser cette chose. La réduction de la langue entraînera la réduction de la pensée. On dira, par exemple, que quelque chose est bon, et quand ça n'est pas bon, on dira non bon. Mais on n'a qu'un seul terme pour désigner le positif et le négatif. On n'a pas besoin de termes comme excellent, etc., et de tous les adjectifs qu'on peut aligner pour évoquer donc la qualité de quelque chose. On réduit donc continuellement le vocabulaire et la grammaire. Et troisième principe, on élimine de chaque mot un certain nombre de sens dont on ne veut plus que les gens les utilisent. Par exemple, l'adjectif libre, on ne l'utilisera plus que dans des expressions comme
le chemin est libre, mais on ne pourra plus utiliser libre pour parler de la liberté intellectuelle ou de la liberté politique. Ces sens-là n'existeront plus. Et par conséquent, la liberté intellectuelle et la liberté politique n'existeront plus puisqu'il n'y a plus de mots pour les désigner. Donc cette novlangue va totalement transformer donc le système de pensée des membres de cette collectivité donc d'Océanie sous cette emprise donc du parti totalitaire. Et enfin, la troisième perspective de ce pouvoir totalitaire analysée, dégagée par le texte, c'est le contrôle du moi intime. Bon, le pouvoir totalitaire ne doit pas contrôler que l'intellect. Le pouvoir doit contrôler l'ensemble de l'individu, c'est-à-dire aussi la sensibilité, l'émotion de l'individu, l'intériorité affective de cet individu, les corps de cet individu. Il s'agit de procéder à une véritable vampirisation de l'individu, vampirisation interne donc de l'individu. L'intimité, l'être intime n'existe plus pour l'individu. Il n'y a plus d'opposition entre le public et le privé. On est surveillé à l'intérieur de son appartement, dans son lit, comme on est surveillé sur son lieu de travail. Il n'y a plus d'opposition. Et donc, il y a des analyses absolument remarquables dans le texte de la manière dont le parti marque son emprise sur les corps en imposant l'uniforme à l'intérieur des différentes classes. Les couleurs de l'uniforme uniformisent tous les êtres à l'intérieur de la même classe et opposent cette classe à ceux de l'autre classe. Le corps étant placé sous la continuelle surveillance du parti, apparaît comme porteur de symptômes révélant les profondeurs de l'individu. Toute manifestation corporelle est interprétée de la part du pouvoir comme dangereuse pour lui. Un tic, un regard, un mouvement ou l'absence de mouvement peut être interprété négativement. Un jour, Winston croise dans la rue un personnage qui est soulevé dans son visage de tics et il se dit qu'il est foutu. Il va être arrêté parce que ces tics vont être interprétés négativement par le pouvoir comme désignant un opposant à ce pouvoir. Donc l'individu est dépossédé de son corps. Son corps est lu en permanence par le pouvoir. L'individu est dépossédé et par conséquent, pour se protéger, l'individu est continuellement obligé à une comédie, à jouer la comédie. Il faut toujours essayer de se protéger contre le regard dénonciateur de l'autre. Par exemple, Julia, quand il y a la cérémonie rituelle de la haine, on fait apparaître sur le télécran le visage de l'ennemi, Emmanuel Bronstein, et à ce moment-là, donc, tous les travailleurs donc, dans leur bureau se rassemblent devant le télécran et hurlent des injures donc, à cet Emmanuel Bronstein, et Julia, pour montrer qu'elle est vraiment dans la haine de cet Emmanuel Bronstein, balance un dictionnaire contre le télécran. Donc elle joue la comédie parce qu'en réalité, elle aussi est une opposante au pouvoir, mais elle joue la comédie donc de la haine vis-à-vis de l'ennemi commun. Ce pouvoir détruit l'intimité de l'individu par sa politique du sexe, sa politique de la relation amoureuse. La relation amoureuse est réduite par le pouvoir de Langsock à la procréation. Au mariage, tout plaisir, toute sexualité érotique doit être bannie.
le pouvoir impose une espèce d'ordre puritain aux individus. Les jeunes filles, par exemple, comme Julia, sont contraintes de porter une ceinture rouge de pureté, désignant qu'elles appartiennent à la Ligue anti-sexe, hein. Alors que Julia est une jeune fille très sensuelle, elle est contrainte donc de porter cette ceinture rouge, donc imposée par le puritanisme de l'individu. O'Brien expliquera à Winston, lors des interrogatoires, que le but du parti, c'est de supprimer l'orgasme, c'est de faire en sorte que la procréation se déroule une fois dans l'année, dans une espèce de rite, une fois dans l'année, d'éliminer donc toute sexualité, d'éliminer tout plaisir, tout désir, toute relation fondée sur l'attraction entre les individus. Toute attraction entre individus, c'est un vol par rapport au parti, hein. On ne doit aimer que le parti, on ne doit aimer personne d'autre. La femme de Winston, dont il vit séparé, est un monstre de froideur, hein. Elle a été totalement écrasée donc par le parti dont elle applique donc les règles de, de froideur. Enfin, l'individu est anéanti dans son inconscient, puisque ses rêves sont surveillés, toutes les manifestations de l'inconscient à travers les rêves devient territoire conquis par ce pouvoir. J'ai cité tout à l'heure ce voisin de Winston, Parsons, hein, qui dans son rêve est censé avoir crié, c'est du moins ce que dit sa fille, donc abat Big Brother, et il est immédiatement arrêté et est exécuté parce que sa haine envers Big Brother s'est exprimée donc dans son rêve. Le parti est au courant de la phobie des rats de Winston, et c'est cette phobie des rats qui va permettre d'exterminer l'être intime de Winston. Donc, l'humain est anéanti en l'homme, quoi. Hein, le but du parti, c'est d'anéantir toute dimension humaine donc de l'individu sur tous les plans. Alors, deuxième lecture, c'est une lecture qui va vous montrer donc ce contrôle exercé par le parti sur le passé et cette imposition par le parti donc de sa vérité, hein. Il n'existe pas de vérité objective. La vérité est ce que décrète le parti. 2 plus 2 égale 5 quand le parti le veut, quand le parti le décide. Et donc c'est Francis, donc, dont je salue le retour, hein, avec plaisir, hein, qui va se charger donc de cette deuxième lecture, hein, qui se situe donc pendant l'interrogatoire de Winston Smith par O'Brien. O'Brien lui fait subir donc cet interrogatoire et lui fait admettre donc que c'est le parti qui décide de la vérité et non pas une vérité arithmétique extérieure. O'Brien le regardait en réfléchissant. Il avait plus que jamais l'air d'un professeur qui se donne du mal pour un enfant égaré, mais qui promet. Il y a un slogan du parti qui se rapporte à la maîtrise du passé, dit-il. Répétez-le, je vous prie. Qui commande le passé, commande l'avenir. Qui commande le présent, commande le passé, répéta Winston, obéissant. Qui commande le présent, commande le passé, dit O'Brien en faisant de la tête une lente approbation. Est-ce votre opinion, Winston, que le passé a une existence réelle? De nouveau, le sentiment de son impuissance s'abattit sur Winston. Son regard vacilla dans la direction du cadran. Non seulement il ne savait lequel de oui ou de non le sauverait de la souffrance, mais il ne savait même pas quelle réponse il croyait être la vraie. O'Brien sourit faiblement. Vous n'êtes pas métaphysicien, Winston, dit-il. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais pensé à ce que signifiait le mot existence. Je vais poser la question avec plus de précision. Est-ce que le passé existe de façon concrète dans l'espace?
Y a-t-il quelque part ou ailleurs un monde d'objets solides où le passé continue à se manifester? Non. Où le passé existe-t-il donc s'il existe? Dans les documents, il est consigné. Dans les documents et dans l'esprit, dans la mémoire des hommes. Dans la mémoire, très bien. Nous, le parti, nous avons le contrôle de tous les documents et de toutes les mémoires. Nous avons donc le contrôle du passé, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous empêcher les gens de se souvenir, cria Winston, oubliant encore momentanément le cadran. C'est involontaire, c'est indépendant de chacun. Comment pouvez-vous contrôler la mémoire? Vous n'avez pas contrôlé la mienne. L'attitude d'O'Brien devint encore sévère. Il posa la main sur le cadran. Non, dit-il, c'est vous qui ne l'avez pas dirigé. C'est ce qui vous a conduit ici. Vous êtes ici parce que vous avez manqué d'humilité, de discipline personnelle. Vous n'avez pas fait l'acte de soumission dont le prix est la santé mentale. Vous avez préféré être un fou, un minus abins. L'esprit discipliné peut seul voir la réalité, Winston. Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente en elle-même. Quand vous vous illusionnez et croyez voir quelque chose, vous pensez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu qui peut se tromper et en tout cas périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez apprendre, Winston. Il exige un acte de destruction personnelle, un effort de volonté. Vous devez vous humilier pour acquérir la santé mentale. Il s'arrêta un instant, comme pour permettre à ce qu'il avait dit de pénétrer. Vous rappelez-vous, continua-t-il, avoir écrit dans votre journal « La liberté est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 ». Oui, dit Winston. O'Brien présenta à Winston le dos de sa main gauche levé, le pouce était caché, les 4 doigts étendus. Combien est-ce que je vous montre de doigts, Winston? 4. Le mot se termina par un halètement de douleur. L'aiguille du cadran était montée à 55. La sueur jaillie de son corps avait recouvert Winston tout entier. L'air lui déchirait les poumons et ressortait en gémissement profond qu'il ne pouvait arrêter, même en serrant les dents. O'Brien surveillait 4 doigts levés. Il ramena le levier en arrière. Cette fois, la souffrance ne s'apaisa que légèrement. Combien de doigts, Winston? 4. L'aiguille monta à 60. Combien de doigts, Winston? 4, 4. Que puis-je dire d'autre? 4. L'aiguille avait dû monter encore, il ne la regardait pas. Le visage lourd et sévère et les 4 doigts emplissaient le champ de sa vision. Les doigts étaient dressés devant ses yeux comme des piliers énormes, indistincts, qui semblaient vibrer. Mais il y en avait indubitablement 4. Combien de doigts, Winston? 5, 5, 5. Non, mais ça, c'est inutile. Vous mentez. Vous pensez encore qu'il y en a 4. Combien de doigts, s'il vous plaît? 4, 5, 4, tout ce que vous voudrez, mais arrêtez cela, arrêtez cette douleur. Il fut soudain assis, le bras d'O'Brien autour de ses épaules. Il avait peut-être perdu connaissance quelques secondes. Les liens qui le retenaient couché s'étaient détachés. Il avait très froid. Il frissonnait sans pouvoir s'arrêter. Ses dents claquaient, des larmes lui coulaient sur les joues. Il s'accrocha un moment à O'Brien comme un enfant, étrangement réconforté par le bras lourd autour de ses épaules. Il avait l'impression qu'O'Brien était son protecteur, que la souffrance était quelque chose qui venait de quelque autre source extérieure, que c'était O'Brien qui l'en sauverait.
Vous êtes un étudiant lent d'esprit, Winston, dit O'Brien gentiment. Merci, Francis. J'en arrive à mon deuxième point, donc la résistance de Winston Smith à ce totalitarisme. C'est la résistance de l'homme ordinaire. Winston Smith porte un nom banal entre tous, hein, le nom de Smith, mais en même temps, son nom est symbolique. Il porte le prénom de Winston, qui renvoie à Winston Churchill, qui est l'image même du résistant au nazisme, hein, et donc il y a à la fois banalité et symbolisme dans ce nom donc de Winston Smith, mais c'est bien un anti-héros, hein, par sa description physique. Il est chétif, malingre, il a une plaie variqueuse à la cheville, donc c'est un personnage donc, qui appartient également au groupe moyen du parti extérieur, et c'est pourtant cet homme ordinaire, cet homme moyen, cet anti-héros qui va résister, bien qu'il sache dès le moment où il entre en résistance qu'il est promis à la mort, hein, il le sait immédiatement. Lorsque raconte donc le texte, c'est la révolte donc de cet homme ordinaire qui est pourtant au cœur du système, puisque le travail qu'il fait au ministère, le travail d'élimination du passé, est un des piliers donc du régime. Et pourtant, c'est un dissident d'abord pendant 7 ans en pensée, et qui devient donc dissident actif donc dès le début du texte. Donc le premier acte de résistance de Winston, c'est le journal intime, la rédaction de ce journal intime, qu'il commence à une date précise. C'est la seule date précise du roman, le 4 avril 1984, bien que cette date soit incertaine, comme je le disais tout à l'heure. Bon, écrire un journal intime est évidemment une transgression majeure, hein, écrire un jeu, écrire à la première personne dans un univers, dans un pays qui écrase au contraire l'individu et qui fait de l'individu simplement un élément d'une collectivité, c'est évidemment criminel. Et donc, dès le moment où il commence à rédiger, Winston sait que cet acte le conduira à la mort. Ce journal intime, il va y inscrire ses rêves, il va y inscrire des éléments de son histoire personnelle, etc. Il rédige ce journal sur un bloc de papier qu'il a acquis dans ce magasin d'antiquaires de M. Charrington, sur un beau papier, hein, donc cela aussi déroge à l'univers dans lequel vit Winston. Et donc Winston écrit ce journal, pose donc cet acte fondateur hein, de résistance. C'est par là que commence le roman. Deuxième piste de la révolte de Winston, c'est son attachement au passé. Par sa profession, il est amené à changer continuellement ce passé, à le faire disparaître éventuellement dans les trous de mémoire, et pourtant, il essaie, dans ce qui est son univers personnel, de s'attacher à ce passé. Il mène lui-même des enquêtes dans le quartier populaire et il y interroge un vieux prolétaire pour lui demander ce qu'était la vie avant la Révolution. Malheureusement, ce vieux prolétaire ne peut guère lui apporter de renseignements. Chez ce vieil antiquaire, il achète donc non seulement ce papier ancien pour rédiger son journal, mais il achète un presse-papier en verre ancien qui enferme du corail. Hein, et ce presse-papier, la mention en revient à plusieurs reprises dans le texte, c'est le symbole même hein, de ce que pourrait être un passé conservé, une époque, hein, un objet que l'on se transmettrait de génération en génération. L'antiquaire lui dit que ce presse-papier a 100 ans. Hein, et donc, c'est un témoin du passé
que précisément le pouvoir essaie d'éliminer. Et d'ailleurs, quand les hommes en armes entreront dans la chambre, ils jetteront par terre ce presse-papier qui éclatera en 1000 morceaux, hein, montrant ainsi la valeur transgressive donc, de cet objet pour le parti. Dans la chambre où il rencontre Julia, ce qu'apprécie Winston, ce sont tous les objets anachroniques, désuets, tous ces éléments qui surgissent du passé. Il y a un vieux poêle, une vieille table, il y a une vieille horloge, un vieux tableau derrière lequel se révélera être caché le tel écran. Et donc, ce sont de vieux objets qui marquent donc cette nostalgie du passé chez Wilson. Éprouver de la nostalgie pour le passé est évidemment un crime de pensée aux yeux donc de ce pouvoir. Et donc Winston essaie de garder ce lien avec le passé que le parti donc essaie de détruire. Troisième piste de la révolte de Winston, c'est sa relation amoureuse avec Julia, qui est une relation, elle aussi, transgressive. Donc, la première fois que Winston et Julia font l'amour dans cette clairière donc d'une forêt dans la banlieue londonienne, le texte se termine de cette façon. C'était un coup porté au parti, c'était un acte politique, hein, parce que Julia est une femme très sensuelle et donc la relation est très érotisée. Or, le plaisir, l'orgasme, c'est ce qu'interdit précisément le parti, alors que pour Winston, la période de la relation amoureuse avec Julia, les rendez-vous dans la chambre, c'est la seule période où il s'épanouit quelque peu. Hein, c'est un homme quelque peu écrasé par le poids qui pèse sur lui. Or, pendant cette période, il échappe à la solitude qui est celle de tous les individus dans cette société. Tout le monde s'appelle camarade dans cette société, mais chacun en réalité est seul. Et donc, lors de cette relation amoureuse, un lien s'établit entre les deux amants qui n'est pas seulement érotique, qui est aussi sentimental, affectif. Et pendant cette période, Winston arrête le gin, il ne boit plus. Sa plaie variqueuse qu'il se gratte en permanence se cicatrise et il arrête même d'écrire son journal intime. Donc c'est la seule période où il est rempli en quelque sorte par cette relation à l'autre, hein, avec Julia, et qu'il s'épanouit un moment, pendant une période limitée, à l'intérieur de cette société. Enfin, dernière forme de cette révolte de Winston, c'est son engagement dans la fraternité, dans cette organisation de la résistance. Cet engagement relève de sa seule décision. Julia et le parti, mais elle et le parti pas du tout sur un plan théorique comme le fait Winston. Elle est le parti parce que le parti l'empêche de vivre comme elle le voudrait. Elle voudrait vivre en éprouvant du plaisir, à boire du vrai café, à manger du vrai chocolat, etc. Et donc, elle ne se révolte pas contre le parti par volonté politique, en quelque sorte, par conscience politique. Mais elle possède suffisamment d'amour pour Winston pour le suivre dans cet engagement. Et elle l'accompagne, contrairement à ce que montre le film, hein, qui supprime, c'est une grosse erreur dans le film à mon avis, hein, qui supprime l'accompagnement de Julia. Dans le film tiré de 1984, Winston se rend tout seul chez O'Brien, et alors que dans le roman, donc, les deux amants s'y rendent ensemble et ils accomplissent donc ce rituel d'adhésion à cette organisation en se laissant prendre donc à ce traître qu'est O'Brien. Hein, O'Brien joue le rebelle, joue le résistant, alors qu'en réalité, donc, il est bien un membre du parti intérieur, et
qui va par conséquent ensuite diriger les interrogatoires des deux amants une fois qu'ils auront été arrêtés. Cet O'Brien révèle même à Winston que c'est lui qui a écrit le livre qui est attribué à Emmanuel Goldstein. Ce n'est pas Emmanuel Goldstein qui a écrit le livre de résistance de cette organisation. O'Brien révèle que c'est lui-même qui a participé à la rédaction de ce livre. Donc, en s'engageant dans cette organisation de manière un peu légère, parce que Winston s'est engagé dans cette organisation, c'est qu'il est fasciné par O'Brien, et il l'a fait simplement à la suite de l'échange d'un regard avec O'Brien, donc vraiment à la légère, sur l'impression qu'il a eue que dans le regard échangé avec O'Brien, c'était quelqu'un de rebelle comme lui au parti. Bon, en cela, il s'est trompé lourdement et il va subir donc les conséquences de cette erreur monumentale donc qu'il a commise. Troisième lecture, c'est l'entrée en révolte de Winston, le moment où il rédige donc son journal, où il commence à rédiger son journal le 4 avril 1984. Donc c'est Olivier qui est chargé de cette lecture. Dans la rue, le vent faisait claquer de droite à gauche l'affiche déchirée et le mot Ang Sok apparaissait et disparaissait tour à tour. Ang Sok, les principes sacrés de l'Ang Sok, novlangue, double pensée, mutabilité du passé. Winston avait l'impression d'errer dans les forêts des profondeurs sous-marines, perdu dans un monde monstrueux dont il était lui-même le monstre. Il était seul. Le passé était mort, le futur inimaginable. Quelle certitude avait-il qu'une seule des créatures humaines actuellement vivantes pensait comme lui? Et comment savoir si la souveraineté du parti ne durerait pas éternellement? Comme une réponse, les 3 slogans inscrits sur la façade blanche du ministère de la Vérité lui revinrent à l'esprit. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il prit dans sa poche une pièce de 25 cents, là aussi, en lettres minuscules et distinctes, les mêmes slogans étaient gravés. Sur l'autre face de la pièce, il y avait la tête de Big Brother, dont les yeux, même là, vous poursuivaient. Sur les pièces de monnaie, sur les timbres, sur les livres, sur les bannières, sur les affiches, sur les paquets de cigarettes, partout. Toujours ces yeux qui vous observaient, cette voix qui vous enveloppait. Dans le sommeil ou la veille, au travail ou à table, au dedans ou au dehors, au bain ou au lit, pas d'évasion. Vous ne possédiez rien en dehors de quelques centimètres cubes de votre crâne. Le soleil avait tourné et les myriades de fenêtres du ministère de la Vérité, qui n'étaient plus éclairées par la lumière, paraissaient sinistres, comme les meurtrières d'une forteresse. Le cœur de Winston défaillit devant l'énorme construction pyramidale. Elle était trop puissante. On ne pourrait la prendre d'assaut. 1 millier de bombes ne pourraient l'abattre. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Il avait devant lui la perspective, non de la mort, mais de l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comment pourrait-on faire appel au futur alors que pas une trace, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier ne pouvait matériellement survivre?
Le télécran sonne à 14 heures. Winston devait partir dans 10 minutes, il lui fallait être à son travail à 14h30. Curieusement, le carillon de l'heure parut lui communiquer un courage nouveau. C'était un fantôme solitaire qui exprimait une vérité que personne n'entendrait jamais. Mais aussi longtemps qu'il l'exprimerait, la continuité, par quelque obscur processus, ne serait pas brisée. Ce n'était pas en se faisant entendre, mais en conservant son équilibre, que l'on portait plus loin l'héritage humain. Winston retourna à sa table, trempa sa plume et écrivit. Au futur ou au passé, au temps où la pensée est libre, où les hommes sont dissemblables mais ne sont pas solitaires, au temps où la vérité existe, où ce qui est fait ne peut être défait. De l'âge de l'uniformité, de l'âge de la solitude, de l'âge de Big Brother, de l'âge de la double pensée salut. Il réfléchit qu'il était déjà mort. Il lui apparut que c'était seulement lorsqu'il avait commencé à être capable de formuler ses idées qu'il avait fait le pas décisif. Les conséquences d'un acte sont incluses dans l'acte lui-même. Il écrivit « Le crime de penser n'entraîne pas la mort. Le crime de penser est la mort. » Maintenant qu'il s'était reconnu comme mort, il devenait important de rester vivant aussi longtemps que possible. Merci Olivier. Cette révolte débouche comme il l'avait prévu, comme Julia et lui l'avaient prévu, sur l'arrestation et potentiellement la mort. Ce que raconte donc tout l'entretien entre O'Brien et Winston, c'est la défaite avec, dans ses étapes successives donc de Wilson, sa défaite donc jusqu'à la capitulation. Winston et Julia avaient prévu qu'ils ne résisteraient pas à la torture et qu'ils feraient tous les aveux qu'on leur demanderait de faire. Grosso modo, il y a deux temps dans cette défaite. Le premier temps est intellectuel. C'est le passage qu'a lu tout à l'heure Francis. C'est le passage du 2 et 2 qui peut faire 5 si le parti le demande. Winston démissionne, est obligé d'abandonner donc cette idée qu'il existe une vérité objective. Lui-même et Julia disaient, pour se rassurer, quand ils envisageaient d'être arrêtés, ils ne peuvent pas entrer dans notre tête. Malheureusement, le parti peut entrer dans les têtes et ordonner que 2 et 2 fassent 5 ou 3 et non pas 4. Donc c'est la défaite intellectuelle, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est le stade de la défaite intime, l'abandon de l'amour donc pour Julia. La scène est évidemment terrible, c'est sans doute cette scène au rat, la scène la plus connue de 1984, c'est une scène terrible où un individu interpose le corps de l'autre pour ne pas être atteint lui-même dans son propre corps. Et donc il abandonne ce qui fait son humanité, en quelque sorte. Il est détruit dans l'humanité qui était la sienne. Il perd toute humanité à ce moment-là. Il y a là donc une scène terrible dans laquelle donc Wilson trahit Julia, la renie en interposant le corps de l'autre pour ne pas subir soi-même la souffrance, et en cela, il se renie en tant qu'être humain lui-même. Les deux personnages se rencontrent après avoir été libérés par le parti. Ils ont été libérés non pas par indulgence par le parti, mais parce que le parti considère que le travail n'est pas encore terminé, qu'ils ne sont pas allés au bout de leur chemin. Et donc la fin du texte accroît encore cette capitulation.
d'abord dans la rencontre des deux personnages. Ces deux personnages qui se sont tant aimés se rencontrent un jour glacial dans un parc en solitaire, sont deux spectres, sont deux fantômes, eux qui ont été deux corps désirants, sont deux spectres, deux fantômes qui se sont trahis, qui n'éprouvent plus l'un vis-à-vis de l'autre qu'indifférence et même haine. Ils se séparent, la scène est magnifique, hein, là aussi le film qui présente la rencontre dans le café n'est pas très bonne, hein, et donc les deux personnages se séparent, donc coupés l'un de l'autre. Tout lien entre individus est mort. Pour Winston, le chemin n'est pas encore totalement accompli. Il s'accomplit dans le dernier chapitre du roman qui présente Winston au café. C'est devenu un zombie, c'est devenu un mort-vivant, c'est devenu un fonctionnaire inutile au régime. Il travaille encore, hein, de temps en temps au ministère, mais il ne sert plus à rien dans ce ministère. Il passe son temps au café à boire du gin, à jouer aux échecs de manière quasi mécanique, à écouter la propagande du télécran et à contempler béatement et extatiquement l'image de Big Brother sur l'écran. Et donc, le texte se termine sur ces mots. Le passage va vous être lu. La lutte était terminée. Il avait remporté la victoire sur lui-même. Il aimait Big Brother. Hein, donc, lui qui s'était révolté, lui qui, par haine de Big Brother, s'était révolté, le voici qui aime Big Brother. Il s'est totalement renié lui-même. Il est devenu un personnage qui a perdu toute valeur humaine, toute dimension humaine, haïssant donc le tyran. Donc la lecture de cette fin va vous être faite. Donc Elle ajouta: je vais m'habiller, il me semble qu'il fait plus froid. Winston se leva aussi et s'habilla. La voix infatigable continuait à chanter. On dit que le temps apaise toute douleur, on dit que tout peut s'oublier, mais les sourires et les pleurs, par-delà les années, tordent encore les fibres de mon cœur. Quand il eut attaché la ceinture de sa combinaison, il alla à la fenêtre. Le soleil devait descendre derrière les maisons. Il n'éclairait plus la cour. Les pavés étaient humides, comme s'ils venaient d'être lavés, et Winston avait l'impression que le ciel avait été lavé aussi, tellement le bleu était frais et pâle entre les cheminées. La femme, infatigable, allait et venait, s'emplissait la bouche d'épingles, les enlevait, chantait, puis restait silencieuse, épinglait toujours plus de couches, encore et encore. Il se demanda si elle lavait pour gagner sa vie ou était simplement l'esclave de 20 ou 30 petits-enfants. Julia était venue près de lui. Ils regardaient ensemble avec une sorte de fascination la robuste silhouette d'en bas. Winston, frappé par l'attitude caractéristique de la femme, bras épais levés pour atteindre la corde, puissante croupe saillante de jument, se rendit compte pour la première fois qu'elle était belle. Il ne lui était jamais venu à l'idée que le corps d'une femme de 50 ans, épanouie en des dimensions monstrueuses par les maternités, puis endurcie, rendu rugueux par le travail jusqu'à être d'un grain plus grossier que celui d'un navet trop mûr, pouvait être beau. Mais il était beau. Et après tout, pourquoi ne le serait-il pas ? Le corps solide et informe comme un bloc de granit et la peau rouge et rugueuse avaient le même rapport avec le corps d'une fille que le fruit de l'églantier avec une rose.
Pourquoi le fruit serait-il tenu pour inférieur à la fleur? Elle est belle, murmura-t-il. Elle a bien 1 mètre d'une hanche à l'autre, facilement, dit Julia. C'est son style de beauté, répondit Winston. Il entourait facilement de son bras la souple taille de Julia. De la hanche au genou, son flanc était contre le sien. Aucun enfant ne naîtrait jamais d'eux. C'était la seule chose qu'il ne pourrait jamais faire. Il ne pourrait transmettre le secret d'un esprit à l'autre que par les mots. La femme d'en bas n'avait pas d'esprit. Elle n'avait que des bras forts, un cœur ardent, un ventre fertile. Il se demanda à combien d'enfants elle pouvait avoir donné naissance. Facilement à une quinzaine. Elle avait eu sa floraison momentanée. Une année peut-être, elle avait eu la beauté d'une rose sauvage, puis elle avait soudain grossi comme un fruit fertilisé et elle était devenue dure, rouge et rugueuse. Sa vie s'était passée à blanchir, brosser, repriser, cuisiner, balayer, polir, raccommoder, frotter, blanchir, d'abord pour ses enfants, puis pour ses petits-enfants, pendant 30 ans d'affilée. Au bout de 30 ans, elle chantait encore. Le respect mystique que Winston éprouvait à son égard était mêlé à l'aspect du ciel pâle et sans nuages qui s'étendait au loin derrière les cheminées. Winston pensa qu'il était étrange que tout le monde partageât le même ciel, en Estasia et en Eurasia comme en Océania, et les gens qui vivaient sous le ciel étaient tous semblables. C'était partout, dans le monde entier, des centaines ou des milliers de millions de gens s'ignorant les uns des autres, séparés par des murs de haine et de mensonges, et cependant presque exactement les mêmes. Des gens qui n'avaient jamais appris à penser, mais qui emmagasinaient dans leur cœur, leurs ventres et leurs muscles la force qui un jour bouleverserait le monde. S'il y avait un espoir, il était chez les prolétaires. Sans avoir lu la fin du livre, Winston savait que ce devait être le message final de Goldstein. L'avenir appartenait aux prolétaires, mais pouvait-on être certain que le monde qu'il construirait, quand l'heure viendrait, ne serait pas aussi étranger à lui, Winston Smith, que le monde du parti? Oui, car ce serait du moins un monde sain. Là où il y a égalité, il peut y avoir santé. Tôt ou tard, la force deviendrait consciente et agirait. Les prolétaires étaient immortels. On ne pouvait en douter quand on regardait la vaillante silhouette de la cour. À la fin, l'heure de leur réveil sonnerait. Et jusqu'à ce moment, même s'il n'arrivait que dans 2000 ans, ils resteraient vivants, malgré les intempéries, comme des oiseaux transmettant d'un corps à l'autre la vitalité que le parti ne pouvait partager et ne pouvait tuer. Te souviens-tu, demanda-t-il, de la grive qui chantait pour nous le premier jour à la lisière du bois? Elle ne chantait pas pour nous, répondit Julia. Elle chantait pour se faire plaisir à elle-même. Non, pas même cela. Elle chantait, tout simplement. Les oiseaux chantaient, les prolétaires chantaient. Le parti ne chantait pas. Partout, dans le monde, à Londres et à New York, en Afrique et au Brésil, et dans les contrées mystérieuses et défendues par-delà les frontières, dans les rues de Paris et de Berlin, dans les villages de l'interminable plaine russe, dans les bazars de Chine et du Japon, partout se dressait la même silhouette, solide et invincible, monstrueuse à force de travail et d'enfantement, qui peinait de sa naissance à sa mort, mais chantait encore. De ses reins puissants, une race devait un jour sortir. On était des morts, l'avenir leur appartenait. Mais on pouvait partager ce futur en gardant l'esprit vivant comme il gardait le corps et en transmettant la doctrine secrète que 2 et 2 font 4. Merci Francis. Si le roman s'arrêtait à cette capitulation, il aurait un sens totalement différent du sens que le roman va prendre, et c'est là-dessus que je terminerai, avec l'appendice qui termine le roman. Cet appendice est capital non seulement parce qu'il évoque donc
l'importance du problème de la langue pour le pouvoir totalitaire, mais parce qu'il contient une révélation qui échappe à beaucoup de commentateurs du texte. Cette révélation, c'est que entre la fin du récit et l'appendice, ce tableau de la langue qui est fait par le narrateur, il s'est passé un événement majeur, c'est que l'empire totalitaire s'est effondré. La première phrase de l'appendice est celle-ci: le novlangue a été la langue officielle de l'Océanie. Il fut inventé pour répondre aux besoins de Langsoc ou socialisme anglais. Le texte anglais comporte was, le passé défini et révolu, le prétérit anglais. La traduction donnée par Agon, par le traducteur d'Agon, est encore plus caractéristique. Langue officielle de l'Océanie, la novlangue avait été conçue pour satisfaire les besoins idéologiques de Langsoc ou socialisme anglais. Bon, ce jeu des temps montre qu'au moment où le narrateur dresse le tableau de la novlangue, l'Empire s'est effondré. Le projet de transformation de la langue s'est arrêté à la 11e édition du dictionnaire. Cette 11e édition marque la fin donc de l'empire totalitaire. Ce qui veut dire donc que c'est passé entre la fin du récit et l'appendice un événement qui n'est pas pris en compte dans le récit, qui n'est pas raconté et qui est l'effondrement du système. Le O'Brien reprenait la formule nazie, l'Empire pour 1000 ans, le Reich pour 1000 ans. Cet empire n'a pas duré 1000 ans, il s'est effondré comme le nazisme s'est effondré. Et le lecteur peut, à partir de là, relire le texte en se demandant ce qui peut éventuellement expliquer cet effondrement de l'Empire. Est-ce que l'Empire s'est effondré par la guerre? C'est une hypothèse. Est-ce que l'Empire s'est effondré à cause de la folie de ce pouvoir totalitaire? Le personnage d'O'Brien est présenté comme un personnage d'intellectuel pris par la démesure, pris par l'excès. C'est un intellectuel qui se grise d'idéologie, qui est grisé par la construction intellectuelle de ce pouvoir totalitaire. Ceux à qui s'adresse en priorité le texte d'Orwell, ce sont ces intellectuels qui, dans l'après-guerre, sont fascinés par le mythe totalitaire représenté en particulier, pas seulement, mais en particulier, par le pouvoir stalinien. Staline, en 1949, est considéré comme un personnage absolument mythique, adoré par les intellectuels. J'ai là une représentation de l'affiche faite par le Parti communiste français en 1949 pour l'anniversaire de Staline, où l'on voit Staline, donc le bras levé, avec l'inscription au-dessus « L'homme que nous aimons le plus ». L'homme que nous aimons le plus. Donc, c'est par rapport à ces intellectuels-là, Picasso participe à cette célébration de l'anniversaire de Staline par un croquis. Éluard, le poète, écrit des vers de Mirliton pour célébrer Staline. Donc, Staline est véritablement mythifié. Et donc, ceux que Orwell veut mettre en garde, ce sont ces intellectuels qui prennent le fouet, ces intellectuels avec leur grande construction idéologique, cette ivresse idéologique qui est la leur, qui deviennent dangereux à partir du moment où ils ont le pouvoir de l'être, à partir du moment où ils manipulent le fouet, où ils ont la force au service de leur construction intellectuelle. Mais ce pouvoir-là est fou. Et donc, il y a dans le texte d'Orwell un renversement de la folie. C'est Winston qui passait aux yeux d'O'Brien pour fou ou malade parce qu'il se révoltait. En réalité, ce sont ces intellectuels, c'est le parti qui est dans la maladie et la folie. Et donc, il y a des failles à l'intérieur de cette folie
idéologique, cette ivresse idéologique du parti et des intellectuels qui porte en soi l'effondrement du système. Orwell dit dans un certain nombre de ses articles qu'il n'imagine pas un tel pouvoir fou durer sur plusieurs générations. L'autre explication qu'on peut donner, on la tire du texte que vient de lire Francis, ce texte qui évoque la femme prolétaire qui est aperçue par le couple en train de chanter dans la cour de l'appartement qu'ils ont loué et où ils se rencontrent. Cette femme est une femme du peuple, alors elle a un corps grossier, elle est énorme, mais elle est représentative de la force vitale que représente le peuple. Elle est représentative de cette espèce d'énergie. Elle chante alors que le parti ne chante pas. Hein. Elle représente donc une force qui peut un jour renverser donc le pouvoir totalitaire. L'avenir est ouvert parce qu'il y a cette énergie, il y a cette force à l'intérieur donc du prolétariat. La représentation de l'histoire que donne Orwell est une représentation de l'histoire ouverte, hein, contrairement à ce que disent un certain nombre de commentateurs de 1984. Orwell ne dit pas dans ce texte mes amis, tout est foutu, il n'y a plus rien à faire, le pouvoir totalitaire va tout effondrer et va s'imposer absolument partout. C'est exactement le contraire que dit le texte d'Orwell. Le texte d'Orwell dit combien l'histoire est ouverte, combien l'action, et en particulier l'action du prolétariat, est encore possible. Il est encore possible de changer les choses, et d'ailleurs, Orwell ne cessera de le répéter. Le totalitarisme, s'il n'est pas combattu, pourrait triompher partout, dit Orwell. La morale à tirer de ce dangereux cauchemar est simple, ne permettez pas qu'il se réalise, cela dépend de vous. Hein, donc c'est un appel à l'action que fait Orwell dans ce texte, et pas du tout donc une déclaration de défaitisme et de nihilisme, de fatalisme devant l'extension de ce pouvoir. Donc en réalité, il y a dans ce texte, in extremis en quelque sorte, un espoir que beaucoup de commentateurs donc escamotent, soit parce qu'ils ne lisent pas l'appendice, soit parce qu'ils le lisent mal en ne relevant pas donc cet élément narratif majeur qui évoque l'effondrement du système. Et donc, Olivier a encore une lecture à faire, mais j'ai inversé les lectures. La lecture qu'a faite Olivier, qu'a faite Francis, donc évoquant cette femme du peuple, c'est la lecture qui devrait être faite maintenant. Et la lecture que va, mais ça n'est pas très grave, la lecture que va faire Olivier, c'est la lecture de la fin du récit lui-même. L'évocation de ce zombie, de ce mort-vivant qu'est devenu Winston au café. Et donc, c'est là-dessus que se terminera la conférence et je l'ouvre ensuite donc aux questions éventuelles que vous pouvez être amenés à évoquer.